toutes, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir de vous embarquer avec nous ce soir pour une soirée autour de la data visualisation. Et tout de suite, c'est parti pour le warm-up. Pour ce deuxième warm-up, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre. Salut à tous. Pierre est tatoueur, artiste-graffeur, spécialisé en calligraphie, en tatouage en noir et blanc. Il a son propre tattoo shop, le 87 avenue à Grenoble. Et ce soir pour nous, il va nous faire une magnifique toile en calligraphie noir, blanc, gris. Vous allez pouvoir tout suivre avec ce plan de caméra et la GoPro qu'il a sur le front. Et je te laisse la place. Ça marche. Merci beaucoup. C'est bon? C'est magnifique, impressionnant. Quelle facilité déconcertante, c'est incroyable. Je vous invite tous à aller suivre son compte Instagram 87-8 tattoo. Et voilà, allez voir ce qu'il fait, c'est incroyable, les portraits, la calligraphie, tout est magnifique. Et puis merci beaucoup d'avoir fait cette toile pour nous. Je pense qu'on va tous se battre entre les agences de Grenoble, Lyon et Paris pour savoir qui va l'afficher dans les locaux. Tout de suite, on passe à la conférence. Ce soir, c'est Yves Enlogre qui nous fait le plaisir d'être speaker pour sa conférence DataVis, vous en connaissez plus que vous ne le croyez. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Yves Enlogre est docteur en informatique et spécialisé en data visualisation. Je te laisse la parole. Merci. À tout à l'heure et bonne conférence. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler en data visualisation de quelques bonnes pratiques et quelques mécanismes que vous pouvez mettre en place pour explorer un petit peu plus loin le champ des possibles en data visualisation et vous vous rendrez compte qu'en fait, vous savez faire plus que vous ne le croyez. Donc, quand on parle de data visualisation à quelqu'un en général, ce qu'il a en tête, ça va être des nuages de points, donc des scatter plots comme on le voit en premier.
des lignes, donc des line charts, comme on le voit en deuxième, plutôt des barres, donc des bar charts, ou des camemberts, donc des pie charts. En fait, ces 4 visualisations-là que l'on rencontre très souvent dans les solutions industrielles sont la traduction très très littérale de nos tâches vis-à-vis des données en pixels. Donc on va chercher à afficher les points de données, à relier les points de données, à regrouper les données ou alors à comparer les regroupements. Mais en fait, on peut faire beaucoup d'autres choses. Il existe des tonnes et des tonnes de visualisations, des dizaines qui sont disponibles sur le web gratuitement, réutilisables et qui peuvent répondre à nos besoins. Donc il est légitime de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on utilise toujours les mêmes visualisations ? Il y a 3 raisons principales. La première étant historique. Donc ces visualisations, elles existent depuis longtemps, elles sont éprouvées, on les connaît bien, on va réutiliser les mêmes. La deuxième raison, c'est plus une raison de simplicité. On sait comment les analyser, ces visualisations, donc autant continuer à utiliser celles-ci. Et la troisième raison que l'on entend, de pourquoi on utilise toujours les mêmes, c'est l'efficacité qu'elles peuvent avoir. Donc celles-ci, elles suffisent à mon besoin, donc pourquoi aller chercher ailleurs ? En réalité, ces 3 raisons, on peut voir qu'elles sont un peu branlantes quand on regarde en détail. Typiquement, pour la raison historique, on retrouve des visualisations dites complexes qui datent d'il y a plus de 150 ans, donc avant les premiers ordinateurs. D'un point de vue simplicité, on se rend compte que la plupart des visualisations dites complexes sont en fait des variations ou des variants de visualisations que vous connaissez déjà. Donc autant faire le petit pas pour apprendre une nouvelle et avoir de nouvelles possibilités. Enfin, en termes d'efficacité, les visualisations classiques vous permettent de satisfaire vos besoins actuels, mais avec de nouvelles visualisations, vous allez comprendre de nouvelles caractéristiques de vos données et faire ressortir de nouveaux besoins. Donc, commençons par la raison historique. La première visualisation dont je veux vous parler est une carte figurative de la campagne napoléonienne en Russie. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, ça retrace géographiquement l'avancée des forces de Napoléon au sein de la Russie. Vous avez la carte qui est sous-jacente, vous avez l'épaisseur du trait qui montre le nombre d'hommes qui ont été déployés, et au fur et à mesure les pertes des forces de Napoléon. Et tout cela est également lié, si vous regardez en dessous de la carte, à une temporalité dans la campagne, mais également aux conditions climatiques qui ont été clés au sein de cette campagne et qui expliquent le passage de 420 000 hommes à 10 000 rentrés. Donc des cartes comme celle-ci étaient déjà utilisées à l'époque pour comprendre comment des récits de bataille pouvaient nous apprendre à mieux faire ensuite. Cette carte a été développée il y a plus de 150 ans pourtant. Et de la même façon, dans la vie de tous les jours, on utilisait déjà des visualisations qui, à l'heure actuelle, sont considérées comme des Nightingale ou des Rothschild, que vous voyez ici, un peu plus complexes que des camemberts ou des pie charts, pour, par exemple, comparer les revenus moyens mensuels des différents théâtres de Paris, et pouvoir ainsi adapter sa programmation de son théâtre en fonction des autres théâtres. Mais en fin de compte, quand je vous disais 150 ans, je vous ai un petit peu menti, il existait même des visualisations beaucoup plus complexes avant. Donc prenons ici le cas d'une visualisation qui date d'il y a plus de 444 ans. C'est en l'occurrence le chercheur en musique Salinas qui essayait de faire ressortir de la temporalité et de la rythmique au sein de morceaux de musique. Il a donc utilisé en fait un arc diagramme, donc un diagramme qui me permet de relier des points entre eux, pour faire ressortir le lien qu'il peut y avoir entre certaines étapes d'un morceau de musique en termes de rythmique. Donc nous ne pouvons pas comprendre cette visualisation en l'occurrence, elle est destinée à des spécialistes, mais c'est pour vous montrer que déjà à l'époque, on utilisait plusieurs types de visualisations selon le besoin qu'on avait. Si on passe à l'argument de la simplicité, en fait, on peut se rendre compte que la plupart des visualisations dites complexes ne sont que des variantes de visualisations que vous connaissez déjà. Donc prenons un exemple. Qu'est-ce qu'on appelle un variant ou une variation déjà ? Si je vous prends un exemple très simple que vous connaissez, ce sont les bar charts, donc les diagrammes à barres. Le plus classique, vous avez plusieurs barres, une pour chaque catégorie, et puis on enchaîne comme ça les catégories en fonction par exemple du temps. Une première chose qu'on peut faire, c'est mettre les barres les unes sur les autres. On obtient un stacked bar chart qui permet également de comparer la proportion de chaque réponse par rapport au tout dans une seule unité de temps. Et enfin, on peut aussi passer en mode normalisé, donc mettre toutes les barres à 100%, et ça va nous permettre en l'occurrence de comparer
l'importance par exemple de la catégorie bleue dans plusieurs périodes de temps. Donc on voit qu'en fait ces trois aviations sont très proches, mais qu'elles permettent des analyses différentes des données. Si l'on part par exemple d'un line chart très classique présentant les notes d'un étudiant au lycée, on peut avoir envie de représenter ça sous forme plutôt de couverture de la connaissance qu'il a acquise au sein de ce semestre. Donc de remplir l'air sous la courbe pour se rendre compte en fait de la connaissance qui lui a manqué. Enfin, on peut passer à un radar chart en prenant l'axe du temps, qui a l'axe X, et en faisant un point, auquel cas tous les points se recourbent en un cercle et ça nous donne un radar chart. En l'occurrence, du coup, la totalité des notes vont donner un volume, et ça va nous permettre aussi d'identifier des ensembles de groupes. Donc par exemple, si on rapproche les mathématiques, la physique et la biologie, on va avoir un quartier plutôt scientifique dans ce radar chart, et on va pouvoir se rendre compte des capacités de cet étudiant dans ce groupe de matières. Donc pour l'instant, nous avons parlé de visualisation plutôt classique comme variant, mais on peut également se pencher sur le cas de visualisation plus relationnelle par exemple. Donc une visualisation relationnelle qu'on a tous vue, c'est le réseau. Ce sont des points de taille variable en fonction de leur importance, qui vont être reliés à d'autres points. Les liens eux-mêmes peuvent avoir des tailles variables, on peut avoir différentes couleurs en fonction des catégories de points. Voilà, c'est un réseau, ça peut être utilisé dans plein de types d'applications industrielles par exemple. Mais en fait, si on organise ces points au sein d'une ligne, par exemple pour représenter le temps, comme Salinas représentait un morceau de musique avec différentes répétitions de rythme, on va passer à quelque chose qu'on appelle un arc diagramme. Et là, on a justement plus cette notion de rythmique ou de répétition, en tout cas, qui se met en place. Si, au contraire de l'arc diagramme, on n'organise pas les points en ligne, mais en tant que cercle, on se retrouve avec les liens à l'intérieur du cercle. Et ça nous permet de représenter la densité des liens et leur façon de converger au sein du sous-ensemble de nœuds. On a ici un nœud ribbon core diagramme. Enfin, si on regroupe certains de ces éléments, on va représenter les liens entre ces différents groupes d'éléments. Et on a ici un chord diagramme. Donc ce sont 4 types de visualisations qui sont très proches les unes des autres, mais qui permettent de mettre en avant différentes caractéristiques de vos données. Les données de base peuvent être les mêmes. Un autre grand inconnu, pourtant bien utile, est le parallèle coordinate. Imaginez un repère orthonormé avec un axe X, un axe Y et un axe Z hors profondeur. Les data points seront donc des éléments placés quelque part en 3 dimensions. Par exemple, pour représenter les protéines, les fibres et les calories d'un élément. Mais si vous voulez rajouter une 4e dimension, mettons par exemple le rapport en calcium, on ne peut pas sur un repère orthonormé, nous ne savons pas représenter la 4e dimension. Mais si vous prenez ces branches, vous les cassez et vous les séparez, vous les placez de façon parallèle les unes aux autres. Dans ce cas-là, vous pouvez bien rajouter une 4e, une 5e, une 6e dimension même, et les éléments, au lieu d'être une bulle dans un espace en 3 dimensions, deviennent une ligne qui relie les différentes valeurs pour chacune de ces dimensions. Vous aurez donc un ensemble de fruits et légumes, par exemple, et vous pourrez vous rendre compte de leur répartition au sein de ces différentes dimensions. Et vous rendre compte qu'il manque à des endroits, par exemple, des fruits qui apportent beaucoup de protéines, sans apporter beaucoup de glucides, et tout en étant assez pauvres en sel, en sucre et riches en calcium. Le 3e argument que l'on nous oppose dans la recherche de nouvelles visualisations est l'efficacité des visualisations classiques. Elles suffisent aux besoins actuels des utilisateurs. Cependant, en utilisant le catalogue de visualisation du Showcase du Kaizen Lab, on se rend bien compte en parlant avec nos utilisateurs que leurs besoins évoluent. De 2 façons. Premièrement, en réfléchissant à leurs besoins, de nouveaux besoins émergent souvent. Donc par exemple, ce que l'on leur propose, c'est de sélectionner un certain nombre d'insights, de besoins de visualisation, si vous voulez, pour exprimer, par exemple, qu'ils cherchent à représenter la proportion et à comparer des patterns dans leurs données. Voilà 3 mots-clés que nous allons sélectionner dans nos besoins, et le Showcase va vous renvoyer un sous-ensemble de visualisations qui sont pertinentes pour ces besoins. Une autre façon d'itérer, c'est aussi de laisser les utilisateurs utiliser ces visualisations, ces premières visualisations, et se rendre compte de caractéristiques dans leurs données. Ils vont donc être curieux et chercher à aller plus loin dans leur compréhension des données, et à ce moment-là, de nouvelles visualisations peuvent satisfaire ces nouveaux besoins. Un obstacle s'oppose souvent à cette démarche, c'est la démarche bottom-up, c'est-à-dire partir de quelque chose de très concret et construire un petit peu vers l'abstrait.
En l'occurrence, dans notre problématique, cela se correspond aux gens qui partent des données et qui en dérivent la visualisation. Le souci, c'est qu'on a une compréhension assez automatique de ce mécanisme, ce qui fait que si on se retrouve avec des données qui ont la tête de « pour chaque temps, j'ai une valeur qui appartient à une catégorie », donc mettons par exemple justement du temps, la valeur étant de la température et les catégories, les différentes villes en France. Ces données-là seront quasiment toujours traduites par des données très continues, donc un line chart, par exemple, qui vous montre pour les différentes villes en France la température. Si par contre on a des données qui ressemblent plus à pour une période de temps, j'ai eu telle température sur telle ville en France, on va se retrouver avec quelque chose de plus discret. Et donc des concepteurs de visualisation vont plutôt découler directement des bar charts ou d'autres visualisations plus discrètes. Et enfin, si on a des données très simples, donc très unitaires, où on a une valeur pour chaque catégorie, on va directement aller vers tout ce qui est pie chart. Mais en fin de compte, la différence entre l'aspect continu et l'aspect discret des données n'est pas si triviale. Donc penchons-nous un instant sur ce qui fait l'aspect continu des données. On part d'une hypothèse qu'on aura une valeur à chaque point de temps dans nos données. En fin de compte, c'est forcément faux. Tout capteur qui va capter de la donnée les capte à des moments précis. Et on ne connaît pas la valeur entre deux captations. Si on prend par exemple la température de cette pièce, un capteur va capter toutes les secondes ou toutes les millisecondes et on va faire l'interpolation entre deux points pour essayer de deviner la valeur. Mais en fin de compte, la température aurait très bien pu changer énormément entre ces deux captations. On fait une hypothèse de continuité. Et c'est ça que cache cette notion de continu. Au contraire, si on s'intéresse à l'aspect discret des données, on va chercher à les regrouper pour représenter en même temps plusieurs valeurs pour une période de temps ou pour un ensemble d'individus. Ça va permettre de mettre en avant la valeur de ce regroupement plutôt que la continuité de la totalité des données. Cette différence entre continuité et discrète n'est en fait pas figée, et c'est un spectre continu sur lequel chacune des déviations vient se placer et qui peut même évoluer selon l'interprétation qu'on a de chacune des déviations. Donc ce n'est pas forcément le meilleur point de départ pour choisir une visualisation in fine. En effet, on peut choisir de mettre en avant des caractéristiques très continues sur des données qui sont pourtant très discrètes, et au contraire, on peut choisir d'avoir envie de se pencher sur l'aspect très discret de données qui pourrait nous paraître continues, comme la température. Une autre limite que l'on s'impose souvent, c'est le format des données de départ. Vu que nos données sont relationnelles, on va aller vers des déviations relationnelles. Si nos données sont temporelles, on ira vers des déviations temporelles. En fin de compte, il faut vraiment penser que ces formats de données peuvent être parfois manipulés. Typiquement, au sein du showcase, nous avons voulu représenter cet ensemble de déviations et d'insights d'autres manières, et nous avons pris ces données qui sont très relationnelles à la base, pour les transformer en données hiérarchiques et accéder du coup à des déviations de notre catalogue qui sont hiérarchiques. Donc ce n'est pas une opération qui peut être faite par n'importe quel utilisateur, mais vous pouvez vous laisser guider par un concepteur en visualisation qui pourra vous conseiller sur de nouveaux types de visualisation qui mettent vraiment en avant des natures différentes dans vos données. Que retenir donc de cette présentation ? 3 points principaux. Le premier, c'est d'explorer de nouvelles visualisations qui ne sont que des variants des visualisations que vous connaissez déjà. Ça va vous permettre d'agrandir votre catalogue personnel et donc de pouvoir, au fur et à mesure, connaître de nouvelles visualisations et vous ouvrir de nouvelles perspectives. La deuxième, c'est de bien mettre au service de votre utilisateur ces données. C'est-à-dire ne pas s'enfermer dans le format des données que vous avez de base. Bien penser à pouvoir les transformer, à changer le point de vue sur les données, à faire des jointures ou même à retravailler vraiment leur nature profonde. Enfin, appuyez sur l'utilisation de visualisations par vos utilisateurs pour faire ressortir de nouveaux besoins, qui feront donc émerger de nouvelles visualisations, qui feront émerger de nouveaux besoins, et ainsi de suite. Il n'existe pas de visualisation absolue qui satisfera pour toujours votre utilisateur, mais c'est un échange continu sur lequel il faut continuer de travailler. Et je conclus sur une citation de Ben Shneiderman qui dit que la visualisation vous apporte des réponses à des questions que vous ne pensiez pas avoir. Merci beaucoup de votre attention et on se retrouve tout de suite pour la session de questions. Merci beaucoup Yvan pour cette belle présentation passionnante. Je vais juste prendre une petite minute avant de passer aux questions
pour vous rappeler qu'en jeu, nous avons une Nintendo Switch et un gros coffret gourmand du comptoir de Mathilde de Grenoble. Donc pour participer, c'est très simple. Vous n'avez qu'à aller vous abonner à notre chaîne YouTube et les 2 tirages au sort seront faits vendredi matin. Donc maintenant que tout ça est dit, nous allons passer aux questions-réponses. Hop, et la première question que nous avons eue est une question de Noé, qui était donc la suivante. Quels critères, alors je la fais en même temps, ça va pas le faire. Quels critères a-t-on pour mesurer la partialité d'une visualisation? Exemple, le spider chart fait apparaître une aire dépendante de l'ordre des axes. Il paraît que c'est mal. Alors, je ne sais pas si on a des critères pour les caractériser et dire si c'est bien ou mal. Ce genre d'ordre, ça peut avoir un impact typiquement sur les visualisations plus hiérarchiques, donc les trim-up, les circle packing, les sunbursts. Mais là, il est mis à profit, parce que justement, on a envie de pouvoir regrouper des choses qui sont thématiques, mettons un sunburst pour l'occupage de disque de votre ordinateur. Là où justement, sur un radar chart, je suis d'accord, il peut y avoir un problème en fait. Vu que l'ordre des différentes dimensions qu'on va avoir va définir une forme, selon dans quel ordre on le met, la forme ne sera pas la même, donc l'interprétation ne sera pas la même. Une utilisation intéressante de ça va être d'avoir des dimensions qu'on peut regrouper par thème. Donc par exemple, là je vous parlais d'essayer de mettre les notes de maths, de physique et de biologie ensemble pour un étudiant au collège, les notes plutôt de langue ensemble, et ça nous donne un petit peu une représentation de son esprit scientifique, de son esprit littéraire, etc. Mais en tout cas, oui, l'ordre a une grande importance sur celle-là, un peu moins sur d'autres, sur le parallèle coordinate dont on a parlé, par exemple. Ça peut avoir une importance s'il y a une logique entre les différentes dimensions, une sémantique propre. Là, on pourrait se dire, pour une voiture, j'ai envie de parler d'abord de ce qui est du moteur, par exemple, après de tout ce qui est la direction, etc. Mais en soi, oui, l'ordre est toujours... Il faut se poser la question, en tout cas. Merci. La question suivante nous vient de Guillaume, et elle est: est-ce qu'il existe des standards internationaux sur ces sujets, car la compréhension peut différer selon les cultures? Et tout à fait. Alors, des standards internationaux de visu à proprement parler, je dirais pas. Par contre, il y a les travaux sur tout ce qui est perception. Donc là, oui, il y a des... Alors c'est beaucoup plus de la psychologie ou de l'ergonomie, donc pas vraiment des choses que je peux vous sortir comme ça comme référence. Mais il y a des travaux qui s'intéressent à savoir comment, ne serait-ce que le langage d'une IHM va pouvoir influer sur la perception utilisateur, mais également d'un point de vue culturel, on va associer des valeurs à des couleurs, par exemple. Ne serait-ce que le vert et le rouge, on ne comprend pas pareil dans les pays. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte aussi. Je ne pense pas qu'il y ait un standard à l'heure actuelle, par contre, c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais le monde de la visu était tellement le bordel en ce moment que ça foisonne depuis 20 ans, là, depuis Internet. Et on voit bien que même le vocabulaire n'est pas fixé, en fait. Quand on parle de données, de jeux de données, de dataset, datafield, de dimensions, les gens qui se parlent ensemble dans Visu n'ont pas toujours le même vocabulaire. Donc aller jusqu'à un standard, pour l'instant, c'est un beau rêve, mais on n'en est pas là. Merci. Dans le même ordre d'idée, Guillaume demande aussi s'il existe des moyens de visualisation pour les non-voyants, type diagramme en braille par exemple. Eh bien, le diagramme en braille, oui, on m'avait parlé de ça il y a longtemps. Alors c'était déjà en 2013, hein, donc ça date un petit peu. Mais il y a ce genre de représentations qui du coup sont plus haptiques, donc qui vont avoir un rendu physique en fait. Ce qui est important pour tout un tas de malvoyants ou non-voyants. Après, on reste sur des dimensions où on ne va pas être aussi fin que ce qu'on peut avoir d'un point de vue visualisation, parce qu'on ne va pas être aussi capable, en tout cas les concepteurs de visualisation ont du mal à se projeter sur le handicap, à vraiment se dire est-ce qu'on va réussir à mesurer la différence de valeur entre les deux points qu'on a montés là. Et c'est pareil, le braille, ça suppose une certaine précision en fait. On ne va pas pouvoir être au pixel près avec des pixels aussi petits que dans la réalité. Donc il y a des travaux là-dessus, mais ça reste très léger en ce moment encore. Et je pense que le handicap, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ne serait-ce que de devoir pouvoir prévoir plusieurs types de couleurs en fonction de est-ce qu'on a un daltonien dans nos utilisateurs, c'est une question qu'on oublie de se poser trop souvent. Alors, la question suivante nous vient d'Eric, et
Il demande, existe-t-il des études sur la manière dont les utilisateurs interagissent visuellement avec les dashboards? Je pense notamment à de l'eye tracking, exemple Toby, comme en neuromarketing. Alors, je suis sûr qu'il y en a eu pour tout ce qui est IHM, donc plutôt formulaire. Pour ce qui est visualisation dashboard, j'en ai pas en tête, mais ça m'étonnerait qu'il n'en existe pas parce que on a tendance à vouloir justement valider que le dashboard il a un certain flux de données. En fait, on va par exemple avoir une vue assez overview qui donne un aperçu général en premier en haut à gauche, qui prend assez de place, après peut-être des choses qui viennent des périodes précédentes, aller dans le détail, puis creuser pour aller plus loin. Donc il y a une sorte de thématique dans le regroupement des visus. Du coup, on s'attend à ce que le regard de l'utilisateur suive un certain parcours. On va même concevoir le dashboard pour ça. Donc je suis quasiment certain que dans des grands outils, on fait en sorte de pouvoir mesurer derrière comment l'utilisateur regarde ça avec des eye tracking. Ça demande des tests utilisateurs qui sont coûteux, qui sont longs. Ça demande l'eye tracking qui est quand même un matériel que tout le monde n'a pas chez soi. Donc oui, je suis sûr que ça existe. Par contre là, comme ça, j'ai pas une ref. Mais on peut chercher. On pourra vous mettre ça en description si j'en trouve une. Ça me paraît une bonne idée. Je suis d'accord. Ensuite, nous avons JB qui demande quid des différents outils logiciels open source pour réaliser ces visualisations. Alors, justement, nous, on est un peu dans cette approche-là au lab. C'est-à-dire de se dire, on ne va pas réinventer la roue et redévelopper toutes les visualisations qui existent déjà. Le contexte un peu de la presse, là, c'était, il faut dire ça, justement, il existe des dizaines de types de visualisations en ligne, gratuites, réutilisables. Allez les explorer. Donc justement, que ce soit des bibliothèques qui offrent des licences d'utilisation, alors en plus ou moins gratuites, il y a vraiment beaucoup de bibliothèques, donc vous trouverez ce qui vous intéresse d'un point de vue utilisation personnelle, commerciale, tous ces trucs-là. Tout ce qui est open source, ça serait, moi je suis vachement pour, il n'y a pas de souci, mais justement comme il n'y a pas de normes, comme on en parlait un petit peu avant, pour l'instant c'est assez dur de mettre tout le monde sur un pied, enfin d'arriver à intégrer les différents outils, parce qu'il y a un truc open source qu'on aimerait, c'est pouvoir venir choper justement des visualisations réutilisables et les greffer à un projet qui puisse grandir et grossir avec la communauté. Donc là, comme ça, si c'est pareil, c'est un sujet que j'aimerais bien creuser. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder par exemple D3JS, qui est une galerie foisonnante d'exemples. C'est un langage de visualisation à la base, donc vraiment un langage de programmation, mais ils exposent des centaines d'exemples réutilisables où il y a la licence dessus. Donc allez regarder ça, déjà ça donne un bon point de vue sur ce qu'il est possible de faire. Cette question-là va lui plaire, vous allez voir. Je le connais. Comment parvenir à descotcher nos utilisateurs de leurs faibles et peu variées possibilités de data vis qu'ils utilisent encore et encore sous Excel? Ah oui, alors Excel, ça va, ils ont amélioré un peu leur catalogue ces 10 dernières années, mais au début c'était quand même quelque chose. Alors, je pense que le plus simple, c'est de réussir à se poser avec eux et de voir ce qu'ils font à l'heure actuelle avec leur visu. Donc essayer de comprendre, d'accord, donc tu vas regarder d'abord celle-là, là tu vas te rendre compte d'un petit truc et du coup tu dois aller chercher une autre visu que tu as fait sur une autre feuille pour regarder ça, essayer de faire le lien dans ta tête et de venir avec des propositions. Alors soit si on arrive à composer les deux visus, c'est généralement mieux, c'est le plus difficile évidemment, mais c'est mieux. C'est-à-dire avoir une seule visualisation qui va satisfaire les tâches des deux visualisations qui avaient été développées, deux ou N. Donc ça c'est ce qui est le plus compliqué mais plus sympa. Ou sinon ça va peut-être, on peut jouer ne serait-ce que sur la juxtaposition en fait, mettre à côté les choses, comme tout à l'heure on parlait du regard utilisateur qui suit un certain parcours, un certain récit. Là c'est aussi le cas. Faciliter le fait de pouvoir comparer deux grandeurs qui ne peuvent pas se représenter sur un même graphique. Ça peut être aussi de les remettre en contexte, c'est-à-dire de les replacer avec un troisième graphique spatial, par exemple, de les replacer en contexte l'une par rapport à l'autre, ou ce genre de choses-là. Donc il y a plein de solutions, c'est toujours du cas par cas, j'ai pas de règle générale, mais ouais, c'est une bonne question en effet. De descotchez-vous des pie charts, des bar charts, des line charts. Donc essayez de leur montrer que avec d'autres graphiques qui ne sont pas forcément plus compliqués, comme on a vu un peu là, avec des variants ou avec des graphiques qui sont juste un que vous connaissez mais qu'on a déstructuré ou qu'on a changé un petit peu de forme. Rien qu'avec ça, on peut leur montrer qu'ils ne perdent pas leur petit, ils retrouvent les mêmes analyses que ce qu'ils avaient, mais ils peuvent faire plus. La question suivante est très intéressante aussi, elle vient de Noé. Qui est le mieux placé pour décider de la visualisation la mieux adaptée pour interpréter des données? Le décideur, l'expert métier, l'expert visualisation, chacun choisit la sienne? Je dirais que c'est un compromis. Alors,
Je suis évidemment biaisé, hein, vu que je fais partie des trois rôles. Mais j'aurais tendance à dire que le plus important, c'est un compromis entre l'utilisateur final et le concepteur de la visu. Dans le sens où l'utilisateur final, il connaît sa tâche actuelle, il sait comment il l'a fait, il sait ce qu'il a besoin, en fait le pourquoi un peu. Ce qu'on parle dans le showcase sur le catalogue de visu, c'est de capturer un peu qu'est-ce qu'on cherche à voir dans la visu. Non pas ce qu'on voit, non pas comment on le voit, mais pourquoi on veut visualiser. Donc ça peut venir que du métier de toute façon. Donc c'est forcément l'utilisateur final qui va pouvoir valider que la solution actuelle de visu, en tout cas la solution proposée, satisfait ou pas, et qu'il arrive à comprendre, avec quelques explications au début, mais qu'il arrive à comprendre comment elle fonctionne. Les décideurs, j'imagine qu'il peut y avoir beaucoup de cas où, ne serait-ce qu'une question de licence, hein, est-ce qu'on a le droit d'utiliser Power BI ou d'utiliser un autre outil qui a licence comme Tableau ou autre. Ça, c'est des questions qui vont jouer sur concrètement qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution. Donc évidemment, il y a des moments où le décideur peut mettre un veto ou peut orienter des décisions. Mais par contre, je pense pas que, hormis ce genre de cas-là, c'est pas forcément au décideur d'aller à l'encontre de l'utilisateur en question, d'un point de vue de métier, d'un point de vue d'utilisation des visus. Et au final, le concepteur de visu, il est un peu en assistant des deux. En fait, il est là pour satisfaire le besoin. Donc, nous, on n'a pas vraiment d'agenda à vous faire utiliser telle visu ou telle librairie. Le but, c'est que l'utilisateur se sente le plus accompagné possible une fois qu'il l'utilise. Donc on est au contraire plutôt en mode d'écoute quand on est concepteur de visualisation. On a ensuite Joris qui fait une petite connexion avec le thème de la conférence d'hier et qui demande si le futur de la data vis pourrait avoir un lien avec la réalité augmentée, type vision 3D des graphes, etc. Eh ben, j'espère énormément. J'aimerais beaucoup aussi qu'on ait quelqu'un pour travailler dessus avec Horizon au lab, là. De la visualisation en 3D. C'est déjà des problématiques qui sont adressées à l'heure actuelle, même en web, hein, ça sort de plus en plus avec Babylon.js, Three.js, etc. Et du coup, pouvoir représenter ça dans une scène, alors que ce soit en réalité augmentée ou en réalité virtuelle, hein, je pense que les deux peuvent avoir leurs avantages. Clairement, pour la réalité augmentée, on voit bien qu'avec un casque, on pourrait ajouter de la donnée sur des choses qu'on voit, donc dans plein de métiers, ça a des avantages. Après, il y a toute une question de la visualisation avec les casques, et ça c'est plutôt Alex qui pourrait vous répondre, même si hier il a bien dit que c'était pas le point le plus compliqué, justement, c'était vraiment le tracking, le point compliqué. Et après, il y a la question de l'utilisabilité. Est-ce que des visualisations en 3D comme ça, est-ce que en fait ça a le même intérêt que les visualisations en 3D sous Excel, quoi, typiquement? Voilà, on peut se poser ces questions là. C'est vrai que les pie charts en 3D là, est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? Non, c'est même une très mauvaise chose parce que ça déforme la perspective. Donc là, est-ce que quand on ferait des visualisations en 3D avec un casque, on arriverait à avoir des choses qui sont interprétables? Je pense qu'on est plutôt sur des questions où il y a beaucoup de points de données. Il y a des grands graphes, comment essayer de voir un petit peu les relations sur Twitter entre un ensemble de gens ou au sein de Grenoble ou ce genre de choses-là. Ça pourrait représenter des graphes comme ça en 3D qu'on pourrait explorer, avec lesquels on pourrait interagir. Et du coup, l'interaction sera en 3D. Contrairement à l'heure actuelle, où même des visus qui pourraient être projetées, qui sont en 3D sur Babylon ou Three.js, sur notre écran, elles sont en 2D, donc notre interaction va être en 2D souvent. Donc je pense qu'il y a un avenir là-dedans vraiment, et si vous voulez travailler là-dedans, venez nous voir, venez parler avec nous parce que ça nous intéresse énormément. On a une nouvelle question de Jennifer qui rejoint un petit peu la thématique des questions posées par Guillaume tout à l'heure. D'accord. Est-ce que les différents sens de lecture dans le monde ont un impact sur les types de visualisation qui pourraient être utilisés d'un pays à un autre? Eh ben, j'ai pas étudié la question. Alors là, comme ça, je me demande en fait, je pense que typiquement le temps qui va de gauche à droite, ça reste une convention assez imposée. Je dirais pas, je suis pas sûr que culturellement tout le monde soit parti de là, hein, parce que justement, il y a beaucoup de cultures où on lit de droite à gauche, voire de bas en haut. On va pas aller dans l'Égypte antique non plus, mais voilà. Par contre, en visualisation, je n'ai jamais vu une visualisation avec le temps inversé, par exemple. Avec le temps qui irait vers la gauche. Donc je pense qu'il y a des normes qui se sont imposées comme ça du métier, du domaine, vers les utilisateurs, mais que, alors typiquement, je ne remettrai peut-être pas en compte le sens du temps, mais il y a des choses qui peuvent changer. J'essaie de trouver un exemple. Alors, dans un sens, le mieux, ça reste de se dire que si on est sur des visualisations qui sont interactives, on devrait pouvoir aller vers des visualisations qui s'adaptent
un petit peu à l'exploration qu'on va en avoir. Donc imaginez par exemple justement un graphe dont on parlait tout à l'heure avec des gens et des liens entre les gens. Du coup, on doit pouvoir bouger ce graphe, en fait, bouger les éléments et voir autrement. Donc si notre sens de lecture, ce serait de mettre, je sais pas, justement plus d'éléments importants à droite et d'aller vers la gauche en raffinant, c'est par l'interaction qu'on va aller traiter ça. Et je pense qu'à partir du moment où on part plutôt sur déviation fixe, donc infographie, on sort un tout petit peu de notre domaine de compétences génie logiciel et on rentre presque plus dans la communication et le journalisme en fait, qui sont des grands domaines de la visualisation. Hein. C'est pour ça que c'est un domaine fascinant, c'est que ça implique plein de métiers différents. Et bien justement, la question qui suit, totalement en lien, on parle souvent de data viz et d'infographie pour représenter de l'information. Mais quelle est la différence entre les deux? Et bravo pour cette présentation. Alors, merci d'abord. Pour moi, la différence, c'est vraiment visualisation de données à l'heure actuelle, comme on est capable de le faire avec tous les outils qu'on a. On va parler de visualisations qui sont informatisées, avec lesquelles l'utilisateur peut interagir. Donc ça n'a pas toujours été le cas. Ça découle un petit peu aussi du changement IHM. On est passé de interface homme-machine à interaction homme-machine. Et tous les domaines de recherche dans le monde entier a shifté un petit peu son paradigme comme ça. Là, on est dans la même logique, c'est-à-dire que la visualisation, ce n'est plus seulement un outil on représente via des pixels des données, mais un outil d'interaction avec l'utilisateur final. Et du coup, il y a ce besoin-là pour définir ce qu'on appelle maintenant la visualisation de données. Là où l'infographie, ça peut rester, justement, il y a le côté graphie qui nous fait penser à l'impression, en fait. Ça peut rester des choses très figées. Donc c'est souvent plus argumentatif. C'est souvent au service d'un message, d'un argument, de plein de choses, hein, d'un parti politique ou autre. Mais du coup, on est moins sur l'exploration des données et sur la possibilité d'aller fouiller pour comprendre des trucs différents, plutôt sur on va figer cette vue-là, on va prendre une photo, et cette vue-là est le bon argument pour faire comprendre mon message. Alors là, c'est pas une question, mais une petite remarque d'Eric qui dit que les électrocardiogrammes sur papier, le temps va de droite à gauche. Et c'est de la data viz de papa, mais quand même. Eh ben, je savais pas. Et puis une dernière question qui vient d'arriver de nouveau de Guillaume, c'est comment visualiser de la musique? Alors ça, je suis un piètre musicien, mais nul. Donc du coup, j'avais regardé un petit peu Salinas, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui lui avait vraiment une théorie sur la rythmique, et honnêtement, je ne peux pas la comprendre, donc du coup, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Par contre, il y a quelque chose que je veux vous... Alors c'est pareil, on mettra la référence en commentaire, hein, comme ça vous aurez le lien exact. Il y a des chercheurs, il n'y a pas si longtemps que ça, donc après les années 2000, hein, on n'est plus en 1500, qui ont essayé de regarder avec un arc d'allégramme aussi. Donc on a des points qui sont alignés sur un axe X, et ils peuvent être liés par des liens avec des relations plus ou moins grosses, une largeur plus ou moins grosse. Et là, c'est en fonction de thèmes qui se répètent. Alors thème, ça peut être plus ou moins long justement en termes de notes, mais il va essayer de montrer justement des répétitions de la rythmique aussi dans des musiques, et il a fait des visualisations automatiques avec du code Java où il prend du son en MIDI et il essaie de faire ces visualisations-là. Il n'a pas tout publié, malheureusement tout n'est pas accessible, donc du coup typiquement refaire marcher son code, je crois que ça n'avait pas marché quand on avait essayé. Mais c'est intéressant à regarder, donc il y a au moins un papier à aller voir là-dessus qu'on partagera en commentaire. Tu pourras avoir les commentaires tout à l'heure, mais il y a quelques suggestions assez rigolotes. Type en allant à un concert par exemple. Je ne dirais pas de qui ça vient. Okay. Une dernière question de Steph. Si tu pouvais imaginer le futur de la data viz pour toi, quelles pourraient être les prochaines innovations hors AR/VR? Pour moi, le point le plus important, un des plus grands challenges qu'on va avoir dans ces, mettons, 10 prochaines années, c'est vraiment l'utilisation de la data viz dans la vie quotidienne. À l'heure actuelle, tout le monde connaît ce que c'est un camembert et un diagramme en ligne, mais en fait, les gens ne l'utilisent pas forcément. Ça reste un outil considéré un petit peu compliqué, un petit peu industriel, un petit peu je ne vais quand même pas faire des graphes pour suivre mes comptes en banque. Et en fait si, ce serait bien, parce qu'on découvre plein de choses, et se suffire des graphes que nous donne la banque en ligne, en fin de compte, elle ne connaît pas votre besoin, les graphes ils sont automatisés, ils ne sont pas spécifiques à votre profil. Donc ne serait-ce que regarder ce genre de choses-là, votre consommation d'électricité. Alors pour ceux qui sont un peu plus sportifs, ça peut être aussi les données que vous récoltez, hein, avec les bracelets, avec les trucs cardiaques, tous ces trucs-là. Il y a plein de choses à faire.
Et je pense que c'est cette adoption de la visu auprès du grand public vraiment qui est le grand challenge de ces prochaines années. Parce que ça va changer la façon dont on développe de la visu aussi, dont on propose de la visu. Ça serait plus de la visu sur demande où justement on va avoir besoin d'automatiser des gens qui sont chez eux, qui ont des données, voilà, comme ça, et qui veulent faire des trucs avec, voir ce qu'ils peuvent faire un petit peu, et ça va demander de travailler pas mal sur le besoin, donc j'espère qu'on arrivera jusque là, hein. On va voir ce qu'on fera dans 10 ans, mais pour moi c'est le grand défi. J'ai l'impression qu'on est arrivé au bout des questions, et puis c'est parfait en termes de timing. Donc, on va s'arrêter là, si ça te va. Ça me va très bien, okay. Merci beaucoup. Et ben, merci encore infiniment, Yvan. Merci à tous. Merci beaucoup à toutes et à tous, vous avez encore été très nombreux ce soir, donc c'est génial. On vous attend encore plus nombreux demain pour la dernière soirée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Un immense merci à l'équipe Kaizen qui est derrière, même s'il y a quelques petits trolls, je les ai vus passer dans les commentaires. Et puis, bien sûr, encore un immense merci à Cam Productions, sans qui nous ne serions toujours pas là ce soir. Voilà, merci beaucoup et très bonne soirée. À demain. Au revoir.